Mon nom est Marie-Josée Tassignon et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler sur le pelage de la capsule dans les manœuvres pour faire un IOL exchange, donc explanter un implant et réimplanter un nouvel implant dans certaines conditions. J'ai un contrat de consultant avec TA et avec Zimmer. J'ai également un intérêt financier dans la propriété intellectuelle du back in the lens et du ring caliper qui a été licencié à Morchère. Et j'aimerais également vous remercier franchement le professeur Sorcanigoul qui a travaillé longtemps avec moi sur le sujet. On a publié plusieurs publications ensemble. Alors effectivement, les explantations des implants, c'est pas quelque chose de nouveau, mais quand même, c'est quelque chose qui est toujours considéré comme un petit peu dangereux ou qu'on n'est pas très habitué à cela. Il est un fait que les explantations pour calcification, par exemple, ont été plutôt découvertes il y a à peu près 20 ans, mais c'était surtout des décalcifications rapides, très vite après l'implantation, qui étaient survenues très vite après l'implantation de l'implant, tandis qu'on a naturellement également d'autres cas, notamment des cas de calcification plus tardives, qui sont alors plutôt des cas de calcification suite à des problèmes de métabolisme chez le patient. Alors, on a naturellement aussi eu les contractions capsulaires qui peuvent parfois être très importantes et qui sont des cas très très difficiles à prendre en charge. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Et il y a également naturellement la dislocation des implants lorsque les fibres annulaires se sont rupturées et ne sont plus du tout efficaces et ne font absolument plus aucun effet pour soutenir la capsule. Tôt ou tard, tout le complexe va culbuter dans le vitré. Alors, ce qu'on va surtout prendre en charge aujourd'hui, c'est développer l'explantation en cas d'implantation par des multifocaux. Et bien sûr, pourquoi? Parce que les multifocaux ne tolèrent pas tellement le décentrement de l'implant, surtout quand vous avez un décentrement suite à une contraction fibrotique, comme vous voyez sur l'image en bas à droite. Alors effectivement, on dit toujours que lorsqu'il y a un décentrement qui est important, alors là, il va de soi, on ne peut pas le faire autrement que d'essayer de peler premièrement, ça c'est peut-être d'abord la première approche, mais souvent on doit également échanger l'implant. Néanmoins, il y a quand même un petit test bien simple qu'il faut faire lorsque vous voulez vraiment comprendre pourquoi le patient est mécontent. Regardez bien les images de gauche, les iris bleus. Vous avez l'œil droit et l'œil gauche, en haut l'œil droit, en bas l'œil gauche. Pour l'œil droit, lorsque vous regardez les trois anneaux qu'on a fait, les trois cercles qu'on a fait en bleu, en vert et en rouge, le bleu correspondant au cercle diffractif de l'implant, le vert correspondant à la pupille dilatée et le rouge correspondant au limbe. Vous voyez que pour l'œil droit, qui est l'œil pour lequel le patient est satisfait, vous voyez que le cercle bleu est bien centré, il est bien rond. Tandis que pour son autre œil, son œil gauche, là où il n'est pas content du tout, ce cercle n'est pas du tout rond. Ce cercle est ovale. Et lorsque vous voyez l'axe de cet ovale, l'axe est à peu près oblique et à peu près à environ 120 degrés, 130 degrés. Ce qui veut dire que cet implant, l'optique de l'implant, n'est pas à plat dans la capsule. Elle est courbée par la contraction de la capsule et forme de ce fait-là un ovale. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez essayer et demander au cerveau d'adapter cela, c'est un rien trop demandé. Il y a des limites. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment se rendre compte quels sont vraiment les bons cas pour l'explantation, quels sont éventuellement les cas qui peuvent être solutionnés par le peeling ou le pelage de la fibrose uniquement. Lorsque vous regardez par exemple l'image à droite en haut avec un iris brun, ce patient a un ovale bleu qui est dans l'axe vertical, ce qui veut dire que ça va induire un astigmatisme du fait de la contraction de l'optique en horizontale, c'est-à-dire vers à peu près 0 degré. Ceci, c'est une image qui va être considérée par le patient que tout est plus petit, donc ils vont tout voir l'objet un rien plus gros
que normalement, c'est comme si vous allez à la foire et que vous allez dans la foire au miroir et vous allez voir tout un petit peu aplati. Et c'est un petit peu ça que le patient va voir. C'est pas très gai non plus et on ne peut pas le compenser non plus avec le cerveau. Par contre, ne pas oublier que lorsque vous avez une prolifération de la capsule, comme par exemple en bas à droite, n'oubliez pas que la pupille ne va plus être définie par la pupille naturelle de l'iris, mais va être définie par la fibrose de la capsule. Et donc, ça veut dire que lorsqu'un patient va se plaindre qu'il y a, par exemple, qu'il a difficile à rouler le soir, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, il n'a pas assez de lumière qui rentre dans l'œil lorsqu'il a une fibrose trop importante. Donc, dans ce cas-là, par exemple, un pelage de la capsule antérieure ferait l'affaire du patient. Alors ici, je vais vous montrer une vidéo qui est assez ancienne. Et j'avais pensé tout au début que je croyais que le chirurgien primaire avait vraiment décentré son rexis antérieur. Je crois que vous aussi, vous aurez pensé cela. Mais au fur et à mesure que je mobilise cet implant, que finalement j'essaye d'enlever l'implant malgré ce fibrose qui se trouve au niveau du rexis, je me rends compte que je peux peler assez facilement cette prolifération qui se trouve dans la face interne de la capsule antérieure. J'emploie une technique bimanuelle parce que j'ai peur d'exercer trop d'efforts ou trop de stress au niveau des zonules. Tout à coup, je me rends compte que ça va quand même assez bien et au fur et à mesure que je progresse, je me rends compte que le rexis antérieur n'est pas tellement décentré et que c'est vraiment dû à la contraction de cette fibrose, réaction fibrotique, que le rexis antérieur et que l'implant, bien sûr, était tout à fait décentré. Puis, j'aurais peut-être dû m'arrêter là, mais à ce moment-là, je ne m'étais pas réalisé de tous ces effets-là. Ça a pris un petit temps avant qu'on se réalise et qu'on comprend ce qu'on fait. Puis j'ai implanté un implant back in the lens et le patient n'a plus d'opacification de la capsule. Alors, comment faire pour faire le pelage? Eh bien, je vais vous montrer pas à pas, point par point, ce qu'il faut faire. Ici, j'emploie un crochet qu'on emploie, par exemple, pour enlever l'endothélium en cas de DISEC ou d'IMEC. Ce qu'il faut faire, étant donné que la prolifération se trouve au niveau de la face interne de la capsule antérieure, il faut d'abord trouver un plan de clivage, comme je l'ai fait maintenant. Et une fois que vous avez fait cela, on peut continuer et on peut continuer à peler. Ici, vous allez voir qu'effectivement, le pelage, je le fais tant que bien que mal jusqu'à un niveau où j'ai une... pardon, je m'excuse, hein, c'est pas directement le but. Ici, je crois que... Bon, voilà, donc j'ai un pelage, mais je m'arrête parce que là, il y a une réaction fibrotique qui est trop importante. Alors, le point suivant, c'est qu'il faut faire effectivement, on a besoin de faire un pelage bimanuel. Et ici, j'emploie effectivement 2 instruments pour bien soutenir la capsule en même temps. Puis, dernière étape, c'est continuer le pelage jusqu'à l'autre obstacle où il y a une fibrose qui est importante et il faudra de nouveau convertir vers la manipulation bimanuelle. Et une fois que la capsule est tout à fait nettoyée, comme si elle était vierge de nouveau, on va, pas tout à fait vierge parce qu'elle sera beaucoup plus rigide que lorsque c'est une capsule primaire, mais elle est quand même propre, et puis on va mobiliser l'implant et on va la mobiliser, on va l'extirper et on va la culbuter dans la chambre antérieure de la capsule, donc dans la chambre antérieure. Une fois qu'on a pu faire cela, et vous avez vu que c'est naturellement important, et c'est pour ça que maintenant je fais d'abord le pelage du rexis antérieur, parce que vous pouvez beaucoup plus facilement extraire l'implant de la capsule postérieure lorsque vous avez naturellement une ouverture qui est souple
est plus grande que lorsque vous avez une ouverture qui est entourée d'une structure fibrotique et qui est contractée. La dernière étape, c'est alors couper cet implant pour qu'on ait deux morceaux. Et il y a plusieurs techniques pour faire ça et pour obtenir cela. Et puis on extrait les deux morceaux. Maintenant, il y a la firme Moria qui a fait développer déjà tout un petit temps un lasso pour couper les implants. Et ce lasso, cette idée n'a pas été très populaire, mais par contre, ce lasso a été le début pour d'autres personnes pour développer et pour employer ce lasso pour d'autres fonctions et pour d'autres indications, entre autres pour, par exemple, pour couper le cristallin en deux morceaux ou éventuellement pour aller chercher un implant dans le segment postérieur. Donc Moria était déjà à l'avant-garde de l'innovation à ce moment-là, mais n'a pas été tout à fait reconnu parce que ça n'a jamais été très populaire. Par contre, j'aime bien cette technique-là parce que comme vous voyez ici, c'est une technique qui nous permet quand même de couper un implant et de stabiliser surtout l'implant dans la chambre antérieure lors du clivage parce que ce sont des implants qui sont quand même parfois assez grands et qui prennent beaucoup de place dans la chambre antérieure et on risque quand même d'abîmer l'endothélium si les morceaux sont trop mobiles dans la chambre antérieure. On va reprendre tout un cas, c'est-à-dire que ceci, c'est un patient qui présente un donésis de l'implant et de la capsule parce que les onules sont très fragiles. Il faut explanter cet implant parce que le patient n'est pas content du tout avec son implant diffractif et on va enlever d'abord l'optique. Lorsque vous voyez que c'est fragile, que la capsule est fragile, coupez l'optique de l'aptique, surtout lorsque vous avez affaire à un biomatériau qui est très très souple, comme celui-ci. Et puis vous enlevez un à un les aptiques, parce qu'elles sont très souples, et les enlevez du tunnel qu'a formé la réaction fibrotique. Encore une fois, la preuve que c'est une réaction des cellules endothéliales qui fait qu'on a cette réaction fibrotique autour de tout, de l'optique, de l'aptique, de tout. Ici, le patient a déjà subi un laser iliaque, ce qui n'arrange pas les choses, bien sûr, mais vous voyez très bien que le vitré est attaché à la partie postérieure. Il faut faire naturellement une vitrectomie antérieure. Et puis, on implante un implant. J'implante le back in the lens parce que vous allez voir que je vais naturellement essayer de stabiliser ce complexe qui est très fragile et je vais le stabiliser en employant des éléments en forme de haricot qui vont être implantés dans le sillon de l'implant et dans le sulcus de l'autre côté. Il faut dire que les onules étant très faibles, en ajoutant un implant, et qui ont encore été fragilisés, bien sûr, du fait qu'on a quand même manipulé, encore une fois, je vais maintenant placer ces anneaux sous forme de haricot, d'une part dans le sillon, dans le sulcus périphérique ciliaire et d'autre part dans le sillon de l'implant. Et j'en mets deux, comme ça le complexe est clipsé vraiment entre ces deux formes de haricots et ce complexe peut tenir le coup pendant toute la vie parce que c'est fait en P et Na, ce qui veut dire que ce n'est pratiquement ce biomatériau ne sera pas détérioré avec le temps. Ce complexe est très stable et permet même de faire une vitrectomie en même temps, par exemple pour Pucker, comme c'était le cas chez ce patient qui a spécifié. Puis, je vais vous montrer qu'il ne faut pas toujours explanter l'optique. Si le patient a été content et heureux de la qualité de l'image telle qu'il l'a expérimenté quelques semaines après l'intervention, on peut essayer de nettoyer la réaction fibrotique, comme j'ai proposé ici chez cette patiente qui avait clairement une qualité de l'image qui est satisfaisante immédiatement les 2 premiers mois après l'intervention. Donc,
convenu avec le patient, on avait décidé, je fais le pelage, si tout va bien et si le centrage de l'implant reste bien, si la capsule est tout à fait correctement encore bien suspendue, qu'il n'y a pas de donésis important, alors on peut éventuellement laisser l'implant et voir ce qui se passe. Donc, il faut bien sûr, vous voyez que c'est une fibrose absolument importante, il faut nettoyer à un certain moment pour voir bien clair où on est en train de travailler. Donc ici, je vais couper la prolifération et puis on va continuer à faire le reste du pelage parce que il faut tout nettoyer. Une fois qu'on a décidé de nettoyer, il faut tout nettoyer. Parce que cet implant, bien sûr, les aptiques vont être... la position de l'implant va dépendre de la prolifération qui se trouve dans la périphérie de la capsule, bien sûr. Donc, il faut au maximum retirer tout ce que vous voyez. Même si on a retiré donc cette partie proliférative, l'étape suivante sera bien sûr d'enlever les perles d'Elschnig. Et vous voyez que ce pelage, qui va quand même prendre à peu près 20 minutes, il faut compter quelque chose comme ça en temps réel, il faut prendre son temps, ça vaut la peine, parce qu'en prenant son temps, on garantit qu'il y a une possibilité de récupérer quand même une situation qui n'était pas très bonne au point de vue qualité d'image. Puis j'augmente, je réajuste et je rends le rectus antérieur plus symétrique par rapport à l'optique de l'implant. C'est un implant Playtaptic, ce qui est naturellement beaucoup plus tolérant au point de vue grandeur du rectus antérieur. Puis je détache l'implant de sa fixation de la capsule postérieure et je vais nettoyer les cellules d'Elschnig derrière l'optique, mais également je nettoie aussi toute cette réaction proliférative comme une petite fine couche, un film prolifératif qui tapisse la capsule postérieure. C'est incroyable la prolifération, je vous l'ai dit, tout de l'optique de l'implant va être entouré par une fine réaction fibrotique par les cellules épithéliales afin que le corps ait dit voilà, maintenant on reconnaît, c'est plus encore étranger cet implant, ça appartient à notre corps. Et c'est ça qu'il faut se dire, vous avez bien compris que cette prolifération ne se fait pas en un clin d'œil. Cette prolifération se fait en plusieurs mois. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut enlever ce mythe que on peut explanter uniquement que quelques semaines après l'implantation. Cela n'est pas correct. On peut explanter des implants des années après implantation, suivant la technique telle que je vous l'ai expliquée, pas à pas. Donc, cessez de dire il faut faire du laser au niveau de la cornée parce qu'on ne peut plus se permettre d'explanter un implant. Ce sont des cas que j'ai vus, c'est ridicule, on peut encore toujours explanter des implants à n'importe quel moment, à condition qu'on soit patient, qu'on soit habile, qu'on suit les instructions telles qu'elles ont été instruites actuellement. Et je n'ai plus maintenant qu'à vous souhaiter bonne chance et patience dans les cas d'explantation. Au revoir.